c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien l'écran du coup l'écran principal du diaporama? L'écran partagé? OK, très bien. Donc bah, c'est parti alors pour, effectivement cet, atelier, organisé alors initialement dans le cadre du défi énergie qui est actuellement en vigueur, et qui est organisé par donc, l'association Énergie Solidaire. Donc ce soir, on a la chance, d'avoir, 2 intervenants, venus de chez, GRDF, hein, que je vais pouvoir, les laisser se présenter, dans quelques instants. Voilà, qui vont, nous permettre de nous apporter tout un tas d'informations, sur du coup le compteur Gaspard. Un compteur, communicant, voilà, qui permet d'avoir tout un panel de fonctionnalités, pour suivre ses consommations, de gaz. Donc ce que je vais faire, bah, tout de suite, c'est tout simplement, laisser la parole, à Fadela et à Charles, qui vont se présenter un petit peu, expliquer voilà, leur rôle, plus précisément. Donc bah, qui veut commencer? Je vous laisse la parole. Vas-y Fadela. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Fadela Hamad, je suis responsable territoriale à GRDF dans les Yvelines. Donc, qu'est-ce qu'une responsable territoriale? En fait, on assure la relation avec les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, et on travaille sur différents sujets tels que le volet consommation, la concession gaz, toutes les questions de transition énergétique et d'accompagnement pour faire aussi effectivement des manifestations comme on fait ce soir pour présenter l'outil Gaspard et ses fonctionnalités. Voilà. Charles, je te laisse la parole. Et bah, Charles, du coup, je suis un collègue de Fadela. On a la chance de faire le même métier, qui est un très beau métier, qui est très intéressant, puisque on est au contact de la vie des gens et de leurs préoccupations. Et GRDF, c'est une entreprise qui a une forte préoccupation pour le service public. Donc on est content ce soir de venir vous voir et de vous aider peut-être à améliorer votre consommation. Bah, merci à tous les 2 en tout cas et vraiment d'accepter de participer à cet atelier, hein, ce qui sera, j'en suis sûr, très intéressant et très instructif. Donc je vais, bah, commencer tout simplement par présenter un petit peu, voilà, le déroulé de l'atelier. Globalement, ça va un petit peu se découper en 3 parties, donc la première, hein, qui sera, présentée par Charles, et Fadela, qui, vont nous présenter, bah, un petit peu à la fois finalement, GRDF, plus concrètement, ce que c'est, le compteur évidemment, hein, le compteur Gaspard et quelles sont ses fonctionnalités. Donc, on a dit, hein, le compte client, comment l'utiliser et on aura effectivement la chance d'avoir des exemples d'applications concrètes d'utilisation de ce compteur pour observer finalement ses consommations et s'il y a des réductions ou à l'inverse des surconsommations. Dans un second temps, on va s'intéresser un petit peu de plus près donc aux consommations de gaz, notamment en France. Et on fera un petit quiz à ce moment-là, voilà, pour rendre un petit peu le sujet plus interactif. Rien de bien méchant, mais c'est simplement pour que le format soit plus interactif. Et puis voilà, il y aura un temps de questions à la fin. Alors je précise, dès maintenant, ce temps de questions, qui est réservé à la fin, n'hésitez surtout pas, là on est en plus on n'est pas voilà, on n'est pas 50 ce soir, donc on peut prendre le temps de prendre les questions, un petit peu au fil de la présentation. S'il y a des points que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas assez clairs, bah, n'hésitez pas à nous interrompre. Il y a le chat également qui est disponible, on va le surveiller. Et puis s'il y a plutôt des questions transverses, hein, de sujets qui ne sont pas forcément abordés, bah, n'hésitez pas à les garder pour la fin. Voilà, on pourra aborder également à ce moment-là. Donc voilà un petit peu le déroulé de l'atelier de ce soir. Donc bah, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on démarre avec la première partie. Donc je vais tout de suite laisser la main à Fadela, si je ne me trompe pas, qui va pouvoir démarrer. Donc je vous remercie. Donc, au préalable de la présentation du compteur Gaspard, on voulait quand même vous faire un rappel sur qui est GRDF, Gaz Réseau Distribution France. C'est vrai que c'est une société. Tu peux passer au slide suivant, Vincent. Je ne pense pas que. GRDF, donc, c'est le principal distributeur de gaz en France. Dans le passé, vous avez entendu parler de Gaz de France, qui était une entreprise intégrée qui allait jusqu'à la partie fournisseur. Et en fait, avec la directive européenne, on a demandé justement aux distributeurs présents dans chaque pays de libéraliser un petit peu le marché de la fourniture.
Donc, à partir de 2004, le marché gazier au niveau fourniture a été ouvert auprès des entreprises en 2004 et au 1er juillet 2007 pour les particuliers. Donc, aujourd'hui, vous avez deux types de tarifs, un tarif régulé et un tarif alternatif où vous retrouverez plusieurs dizaines de fournisseurs qui vous proposent des contrats à 2 ans, 3 ans, voire. Donc, on a dû recréer donc, GRDF, qui est une filiale indépendante d'Engie, a été créée en 2007. On est un service public, on conçoit, on construit, on exploite le plus grand réseau de distribution gaz d'Europe, c'est plus de 200 000 kilomètres de réseau dans 9 500 communes en France. Voilà. Et puis, très important, ce gaz qui circule dans nos tuyaux, il a plusieurs couleurs. En remontant à l'origine du développement du gaz naturel, on a eu d'abord le gaz de charbon, le gaz de coke. Petit à petit, vous avez eu le gaz naturel qui s'est développé surtout par de l'importation. C'est un vrai sujet actuellement avec ce qui se passe au niveau contexte économique et politique en lien avec l'Ukraine et la Russie. Juste pour vous dire et vous rassurer également que l'approvisionnement du gaz français est très diversifié. Pour le volet russe, on ne dépend qu'à hauteur de 17%, pas plus. Tout le reste, c'est l'Algérie, c'est le Qatar, c'est la Norvège, Pays-Bas. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'en France, vous avez des nouvelles énergies renouvelables, qu'on appelle le gaz vert, qui est produit localement. Vous allez entendre parler de méthanisation, qui est donc un processus qui permet de développer et de produire du gaz vert localement, dans une thématique d'économie circulaire, à la fois pour alimenter et chauffer les logements, mais aussi pour la mobilité propre au gaz naturel véhicule. Donc GRDF s'inscrit complètement comme partenaire pour accompagner les collectivités, les mairies, comme je vous ai indiqué, puisque dans vos territoires, dans vos communes, vous allez entendre parler de plan climat, de décarbonation, de choses comme ça. Et le rôle de GRDF, c'est aussi d'accompagner les territoires pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone par rapport à leurs choix politiques énergétiques. Là, tu peux passer le slide. Et juste, je rajouterai juste une petite info pour faire un peu de pédagogie. Donc, vous avez compris que GRDF, on est le distributeur et que, par ailleurs, il y a les fournisseurs de gaz. Donc, la conséquence, c'est que vous ne devez jamais avoir peur, entre guillemets, de chercher un fournisseur de gaz moins cher. Parce que nous, notre rôle chez GRDF, c'est d'être totalement impartial. Et si vous voulez changer de fournisseur et que vous trouvez un moins cher, c'est notre travail, en fait, de quelque part de brancher les fils et d'assurer que la facturation se fasse bien. Donc, il faut vraiment jamais avoir d'appréhension. Je sais, par exemple, pour en avoir parlé dans ma famille, qu'il y a encore cette vieille appréhension de se dire qu'est-ce qui se passe si je change de fournisseur, peut-être que GRDF va m'en vouloir, etc. Non, alors pas du tout. Nous, c'est notre boulot de proposer à vous tous le meilleur fournisseur que vous puissiez trouver, quoi. Ça, c'est hyper important. Et pour notre rôle de mission de service public, donc on a vraiment une triple autorité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout seul, on dépend toujours de l'État, des collectivités locales, puisque le réseau leur appartient, et aussi la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Vous avez le même type de modèle de régulation, que ce soit pour l'électricité ou pour la partie téléphone. Tout ce qui est Orange et autres, ils sont aussi régulés, suivis, surveillés par une autorité qui est une commission de régulation de l'énergie ou de la téléphonie. Donc, l'activité de GRDF, donc on est régi par un contrat de service public, c'est une délégation de service public que vous allez retrouver sur vos communes pour l'eau, pour l'électricité aussi, pour d'autres flux. Et ce contrat est signé, ce type de contrat de service public est signé pour à peu près 4 ans. Et à l'intérieur, on va retrouver tous les engagements que GRDF doit respecter au travers de différentes thématiques. Donc, on doit assurer la sécurité d'approvisionnement et c'est un sujet d'actualité très, très important. On vous en parle beaucoup en ce moment, à la radio, dans les émissions de télévision ou même dans la presse. Donc, tout ce qui est sécurité du réseau et des installations, on a des équipes dédiées dans chaque territoire qui sont là pour intervenir pour soit des mises en service, soit pour des appels parce qu'il y a un problème d'alimentation. Et puis aussi, on assure toute la qualité des relations avec les clients. Et puis aussi un équilibre au niveau des territoires, ça c'est assez important. La transition écologique et l'innovation, la recherche et le développement.
Voilà, tu peux passer. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on accompagnait les collectivités territoriales, les 9500 communes. Hein. On a aussi, on met en place aussi des enquêtes de satisfaction hein, pour voir si elles sont satisfaites de nos métiers, de nos missions. Hein, si au niveau accompagnement, on est très très présent. Donc, les thématiques hein, qu'on aborde avec elles, c'est tout ce qui est efficacité énergétique dans les bâtiments, que ce soit les bâtiments publics ou accompagner aussi les particuliers, hein, comme vous. On accompagne les projets de biométhane. Quand vous entendez parler de biométhane, c'est tout ce qui est gaz vert. On contribue à des projets d'économie circulaire, sociale et solidaire. Les projets bio-GNV, GNV, c'est tout ce qui est mobilité propre. Vous entendez beaucoup parler de mobilité électrique, véhicules électriques, surtout pour les flottes légères. Et en projet GNV, vous allez voir circuler sur votre territoire bientôt, si ce n'est pas déjà fait, des bus qui circulent au biométhane. Vous verrez sur le territoire de Conflans-Sainte-Honorine, pas très loin, dans cette zone-là. Vous avez déjà un premier dépôt de bus qui circule au gaz naturel véhicule. Hein, c'est moins de particules, moins d'effets de gaz à effet de serre. Hein, en termes de qualité de l'air, c'est très très important pour le territoire et pour son plan climat. Voilà. Mais nous, on va faire vraiment un focus sur Gaspard, sur le compteur qui permet d'améliorer et d'accompagner pour votre efficacité énergétique dans vos logements. Alors, on en arrive au cœur du sujet. Donc, le compteur Gaspard, qui vient remplacer les vieux compteurs. Enfin, les vieux, certains ne sont pas vieux, mais les anciens compteurs gris, en fait. Et alors, c'est quelque chose d'important hein, pour ce soir. Même si vous n'avez pas de compteur Gaspard, vous pouvez quand même faire de la maîtrise de l'énergie, puisque de toute façon, le compteur Gaspard, il garde un index mécanique. Hein, c'est les petits chiffres que vous voyez. Donc, avec un bon vieux papier, un bon vieux crayon, vous pouvez quand même mener des actions, même si on est d'accord que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile avec le compteur Gaspard. Donc le compteur, il est gratuit et normalement, je dirais 9 personnes sur 10 en sont équipées actuellement parce qu'on est sur la fin du projet de déploiement. Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde l'a. Donc je crois que Frédéric l'a, Estelle l'a. Mais écoutez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, on peut s'arranger. Parce que normalement, c'est pour tout le monde et c'est gratuit. Voilà. Donc ça fonctionne avec la technologie radio. C'est des ondes qui sont très très peu puissantes. Hein. C'est la même puissance qu'une télécommande de la télé ou du portail. Et le compteur Gaspard, il est assez simple. Il remonte votre index une fois par jour. Voilà. C'est encore plus simple que Linky parce que Gaspard, il fait rien d'autre à distance que de mesurer les consommations. Ah, on va accueillir une nouvelle personne. Bienvenue Mélodie, bienvenue à Steve aussi, qui est arrivé un petit peu plus tôt. Donc voilà, chez vous, vous avez soit à gauche, c'est ce qu'on appelle le compteur intégré, c'est-à-dire un compteur tout neuf avec une partie électronique, soit le module radio. Donc le module radio, il a été inventé pour les compteurs qui étaient d'ancienne génération, mais qui étaient encore assez récents, hein, c'est-à-dire ceux qui ont été posés après 2015. On peut juste rajouter cette espèce de... Moi, j'aime bien dire, c'est comme une petite Game Boy, hein, pour ceux qui connaissent. On la branche sur le compteur et ça permet d'avoir les mêmes fonctionnalités. Donc tout simplement, ça permettait d'économiser un peu en capitalisant sur les compteurs récents. Je pense, Vincent, tu peux passer. Donc les objectifs de ce compteur, en fait, il y en avait 3. Le premier, c'était de facturer très précisément les relevés. Hein. Du coup, il n'y a plus d'estimation, il n'y a plus de frayeur. Quand on paye, par exemple, 2 fois par an, des fois, ça fait des variations. Là, c'est hyper précis, c'est quasiment en temps réel. On va le voir tout de suite après, ça permet surtout de développer la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire qu'avec Gaspard, il y a un site internet qui est gratuit, qui est mis à disposition sur grdf.fr et qui vous donne la température de chez vous, qui vous fait des graphiques. On va voir ça tout de suite après, c'est assez sympa.
Et puis dernière chose aussi, ça nous permet aussi, à nous, GRDF, d'optimiser le réseau de distribution. Puisque comme Fadela vous l'a dit tout à l'heure, on va de plus en plus avoir des gaz verts qui vont arriver dans le réseau, qui sont fabriqués localement. Et du coup, nous, ça nous permet, Gaspard, c'est une des briques qui nous permet de surveiller que le réseau fonctionne bien et qu'on a la même pression partout. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que vous avez des questions? Parce que n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ok, ben merci Mélodie. Vraiment, on est en très petit comité, donc allez-y, soit par chat, soit n'hésitez pas du tout à m'interrompre, ça me gêne pas du tout. Alors, les bénéfices clients du compteur, bah, c'est plus simple, plus clair, plus pratique. Ça, c'est ce que je viens de dire parce que bah, du coup, tout est automatique, tout est en temps réel. Et je crois qu'il est peut-être temps maintenant de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer en fait le mien, le compteur Gaspard qu'il y a chez moi. Donc, effectivement, je vais interrompre mon partage, Charles, et puis je vais te laisser, Ouais. partager le tien. On montrera les films après, Charles? Ah, on peut peut-être montrer les films maintenant, en fait. Ouais. Hein, mais excusez-nous. J'étais super impatient de montrer mon espace Gaspard. J'étais très fier parce qu'en plus, j'ai bien baissé mes consos, Ouais. donc voilà. Ouais. Allez, je te laisse partager, Fadela, du coup. Je préfère que tu les prennes parce que moi, j'ai eu un souci avec le film tout à l'heure. Ok, alors attends. Excusez-nous pour la technique. J'ai juste besoin d'un petit instant. Ah mince, il veut pas se lancer, le vilain. Je vais regarder de mon côté pendant que tu... Parce que l'autre jour, moi, j'ai pas Alors, pu... bougez pas, c'est bon. Vas-y, sinon on peut les trouver sur YouTube. Non, non, mais je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Du coup, je vous partage mon écran, hein, c'est plus simple. Et j'inclus le son de mon ordinateur. Voilà. Là, normalement, vous entendez bien le son, tout va bien? Ouais, impeccable. Vous voyez la vidéo? Comment et pourquoi créer mon espace GRDF? Votre espace GRDF vous permet notamment de suivre l'évolution de votre consommation de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Vous pouvez ainsi mieux la comprendre et agir pour la maîtriser. En cas de déménagement, vous n'avez pas besoin de créer un nouvel espace. Si vous changez de fournisseur, vous conservez l'historique de vos précédentes consommations. Pour bénéficier de ces avantages, n'attendez plus et créez votre espace sur grdf.fr. Pour créer votre espace, renseignez vos informations personnelles dans les champs correspondants. Indiquez ensuite le mot de passe de votre choix. Celui-ci doit contenir au moins 8 caractères, dont une lettre et un chiffre. Enfin, acceptez les conditions générales d'utilisation du site. Vous recevez alors un email d'activation. Cliquez sur le bouton « Activer mon espace » pour valider la création et accéder à votre espace GRDF. Votre espace est maintenant activé. Pour y accéder, saisissez votre mot de passe et cliquez sur « Me connecter ». Pour que nous puissions vous proposer des services qui correspondent à vos besoins, aidez-nous à mieux vous connaître. Renseignez votre adresse ainsi qu'un numéro de téléphone. Créez votre espace GRDF dès maintenant. Découvrez aussi le suivi de votre consommation en vidéo. Alors, du coup, je vais lancer, je crois qu'il y avait 2 films, hein, c'est bien ça, Fadela? Il y avait le deuxième. Ok, bah alors je vais lancer le deuxième. C'est, voilà. Là.
Si vous êtes équipé d'un compteur communicant gaz et que vous avez créé votre espace GRDF, découvrez maintenant comment suivre l'évolution quotidienne de votre consommation ou encore vous fixer un seuil de consommation à ne pas dépasser. Si vous n'avez pas encore votre espace, vous pouvez consulter notre vidéo « Comment créer mon espace GRDF ». Munissez-vous de votre dernière facture de gaz naturel et complétez les informations de votre logement ou site. Ces informations permettent de sécuriser l'accès à vos données. Rassurez-vous, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Renseignez la date de votre facture, le numéro de point de comptage et d'estimation, le numéro de votre compteur ou matricule. Vous pouvez personnaliser le nom de votre logement ou site pour l'identifier plus facilement. Précisez ensuite s'il s'agit de votre résidence principale ou secondaire. Pour vous aider à trouver les informations, vous pouvez consulter une facture type en cliquant sur « Où trouver les informations sur ma facture » ou sur les points d'interrogation au niveau de chaque champ. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez consulter l'aide en ligne ou contacter votre conseiller GRDF. Vous pouvez maintenant suivre la consommation de gaz naturel de votre logement ou site. Si vous êtes équipé d'un compteur communicant gaz, un tableau de bord vous offre une vue synthétique de vos données quotidiennes de consommation. Par exemple, pour connaître votre consommation de gaz naturel sur le mois de mars, allez dans la rubrique « Consommation ». Vous pouvez suivre l'évolution de votre consommation de gaz naturel en kWh ou mètres cubes. Visualisez en un clin d'œil vos consommations par mois, par semaine ou par jour. Dans cette rubrique, vous pouvez également consulter l'historique des données transmises à votre fournisseur. Si vous avez accepté que les fournisseurs d'énergie aient accès à vos données, vous pouvez voir les données qu'ils ont consultées. Dans la rubrique « Seuil », vous pouvez définir des seuils de consommation mensuels et annuels à ne pas dépasser pour vous aider à mieux maîtriser votre consommation. Dans la rubrique « Comparaison », situez votre niveau de consommation par rapport à des foyers similaires aux vôtres. Dans la rubrique « Info logement ou site », retrouvez toutes les informations liées à votre consommation et à votre compteur. Vous pourrez par exemple modifier le libellé de votre logement ou encore retrouver les informations contractuelles de votre fournisseur. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez une question sur vos données, vous pouvez consulter l'aide en ligne à tout moment ou contacter votre conseiller GRDF. Pour accéder à votre consommation, créez dès maintenant votre espace GRDF. Et voilà, du coup, comme on l'a vu dans ces vidéos, en fait, je vous assure que c'est vraiment très facile. En moins de 5 minutes, c'est fait. Il suffit que vous ayez une facture, enfin, de préférence la plus récente. Avec la facture, vous avez tout, en fait. Comme l'a dit la vidéo, une fois que vous avez paramétré votre compte, vous pouvez revenir très, très facilement et commencer à jouer avec votre chaudière, avec votre logement et à voir les actions directement, impacter, en fait, votre consommation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ça vous paraît clair? Je pense par exemple à Estelle qui avait, peut-être, qui était peut-être un peu, impressionnée d'aller sur le site ou qui avait pas forcément pris le temps? Non, c'est pas impressionnant, parce que Ouais, c'est assez, finalement, c'est assez intuitif, hein, comme pour tout site. Ça va surtout être intéressant de voir effectivement si notre consommation, a baissé ou pas. On voit dans le tarif que ça a pas forcément baissé. Mais, en même temps que la vidéo, j'ai ouvert mon espace. Ah génial, Donc super. voilà. Bravo Je Estelle, vais vous pouvoir voyez? suivre en temps réel. Bon, génial. Du coup, Vincent, je sais plus si tes questions, tu les le «Qui veut gagner Alors, des watts», tu le fais maintenant ou on le fait après?
Je vais le faire après. Là, ce que je te Ok. propose, du coup, c'est qu'on a, on a eu des petites vidéos d'introduction Ouais. sur la création de compte. Bah, si tu peux nous partager peut-être le tien Allez, et nous montrer ton Ouais, expérience ton personnelle. vécu, Charles. avec plaisir. On va avoir la chance d'avoir un témoignage vraiment concret. Là, cette fois, on aura des vrais chiffres de vraie consommation. Donc, il faut en profiter également pour les participants. Si vous avez des questions voilà, sur l'utilisation de cet outil-là, n'hésitez pas dans le chat ou activer votre micro, étant donné voilà, qu'on est en comité, en petit comité, on peut, voilà, on peut parler tranquillement tous ensemble. Donc, bah, effectivement, ouais, si tu peux nous partager ça. Et puis derrière, moi, je reprendrai la main un petit peu Ok, pour la c'est deuxième parti. partie du... Merci. Du coup, l'espace GRDF, bah, ça ressemble à ça. Donc, vous avez. Donc là, bah, je ne peux rien vous cacher. En fait, je suis à Versailles. Alors, pour être tout à fait transparent, en fait, je vais pas vous parler ici d'un logement. En fait, c'est une petite boutique. Puisque ma femme est commerçante. Et donc, c'est un petit magasin de 100 mètres carrés avec, bah, du coup, un chauffage au gaz. Et ben, on a beaucoup travaillé, donc avec ma femme pour réduire les consommations qui pesaient lourd sur la facture. Parce qu'en plus, heu, au niveau de l'enveloppe thermique, ici, c'est pas terrible. C'est peut-être moins bon que chez vous, puisque, ben, un magasin, il y a beaucoup de fenêtres, il y a des vitrines, en plus le bâtiment est vieux, donc on avait vraiment besoin de travailler, sur ce thème-là. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on l'utilise, que pour le chauffage, le gaz, puisqu'on ne consomme rien du tout, de juin à octobre. On ne chauffe pas du tout et on a même en fait, puisque ça ne le nécessite pas, on n'a pas d'eau chaude en fait. Vu que c'est un local, bah, c'est une petite boutique. Donc j'imagine que chez vous, bah, vous aurez quand même un petit talon, heu pendant l'été, pour l'eau chaude. Mais donc quand vous arrivez sur votre site, là, vous avez, bah, la consommation de l'année. Mais vous pouvez avoir des données beaucoup plus détaillées. Donc voilà, il fallait cliquer sur le bouton bleu et là, c'est hyper intéressant parce que, ben, on compare, la consommation de l'année avec la consommation de l'année dernière. Donc là, vous voyez, cette année, on a vraiment bien bossé, heu et on peut remonter assez loin, en fait, depuis que le compteur est là, hein. Vous voyez, c'est hyper intuitif, c'est hyper simple. On peut descendre à la semaine, même au jour. Faut juste un petit peu de temps et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le jour, il met la température. Heu, Vous allez voir ça, ça vous permet, moi, ce qui m'a permis de faire des progrès, c'est de regarder vraiment ma consommation jour par jour parce que, ben, ça me permettait vraiment de voir d'une journée sur l'autre, si je baissais mon thermostat un tout petit peu, de combien je pouvais gagner, bah, dès le lendemain et ça, c'est super motivant, en fait, de vraiment le voir graphiquement. Vous pouvez, si vous le désirez, descendre à l'heure, mais ça, c'est un petit détail. La configuration par défaut de votre compteur, c'est une fois par jour. Si vous voulez en relever à l'heure, il faut le demander à votre fournisseur et c'est une option qui peut être payante. Donc, je ne suis pas sûr qu'à votre niveau, si vous êtes des particuliers, ce soit vraiment nécessaire de descendre à l'heure. Mais si vous voulez, vous pouvez. Moi, je vous conseille juste le jour. Et puis pour on va dire les plus geeks d'entre nous, vous pouvez aussi télécharger, il suffit de cliquer là et vous aurez un fichier Excel. Donc là, vous pourrez faire, bah, heu, tous les calculs que vous voulez. Heu, vous avez en dessous, de façon très simple aussi les seuils, hein, ce qu'on voyait dans la vidéo. Donc bah, là, c'est assez facile, hein, vous cliquez, vous paramétrez. Enfin, l'application, elle a été beaucoup améliorée. Par rapport aux premières versions, puis elle continue d'être améliorée. Donc vous allez voir en quelques minutes, vous allez en prendre possession et c'est très, très simple. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller pour chez vous heu, pour commencer à faire des économies? Bon déjà sur tout ce qui est cuisson, il y a un réflexe qu'il faut absolument avoir, c'est, le couvercle. Ça je vous assure que, ça peut faire la différence. Dès que vous faites cuire quelque chose, vous mettez systématiquement un couvercle sur les casseroles ou sur la poêle ou n'importe quoi.
ça change tout. Ça peut faire jusqu'à 20, enfin sur un acte de cuisson, c'est 20 à 30% d'économie en fait. Et on n'y pense pas, mais c'est un petit geste très simple. Si vous voulez vraiment faire les choses à fond, il y a un objet que j'aime beaucoup qui s'appelle la marmite norvégienne. Donc là, on pourra peut-être pas en parler en détail ce soir, mais vous irez voir sur YouTube, il y a des tutos. En fait, c'est une espèce de caisse qu'on peut fabriquer soi-même à très peu de frais et qui permet de faire des cuissons lentes. Et en gros, on garde la chaleur, on peut faire cuire des pâtes, du riz, des lentilles même, en ayant coupé quasiment l'arrivée de cuisson. Ça, c'est hyper intéressant. Et troisième petite astuce cuisson, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais quand par exemple vous faites ce qu'on fait tous, quand on fait cuire des pâtes, souvent on met la cuisson à fond, hein, le thermostat neuf sur la plaque de cuisson, jusqu'à ce que l'eau soit bouillante. Mais quand l'eau est bouillante et qu'on rajoute le riz ou les pâtes, souvent on la laisse à neuf en fait. Moi j'ai fait ça pendant longtemps avant que je me rende compte de l'astuce. Et ben non, en fait, il faut pas faire ça parce qu'une fois que l'eau est bouillante, l'objectif en fait, c'est qu'elle reste à 100 degrés pour qu'elle continue son action de cuisson. Et ça sert à rien, une fois qu'elle est bouillante, en fait, de laisser le thermostat à fond. Vous pouvez mettre à feu moyen, voire doux, et vous allez voir que vos pâtes, elles vont cuire de la même façon. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on laisse le thermostat à fond alors que l'eau est déjà bouillante? C'est qu'en gros, vous transformez l'eau en vapeur, ce qui n'a aucun intérêt puisque le but, c'est bien de cuire les aliments qui sont dans l'eau. En plus, si vous avez oublié de mettre votre couvercle, vous allez rajouter un peu de vapeur dans votre logement, ce qui est jamais une bonne idée, au niveau surtout dans les logements petits. Donc voilà, 3 petites choses. Le couvercle, on met à feu doux une fois qu'on est à ébullition, et la marmite norvégienne. Déjà, c'est rien que pour la partie cuisson, vous allez faire 20 à 30% d'économie. Et vous allez le voir sur votre compteur si vous y allez tous les jours. Après, on arrive aux choses plus sérieuses, au niveau des douches. Donc les douches, alors déjà, est-ce que tout le monde sait comment faire pour régler son chauffe-eau? Ça, c'est pas, Vincent vous en reparlera après, mais c'est pas anodin non plus. Il y a beaucoup de logements chez qui le chauffe-eau est réglé trop fort. C'est-à-dire que l'eau, elle arrive trop chaude et en fait, ça sert à rien finalement d'avoir de l'eau brûlante dans la douche. Autant la mettre directement tiède parce que sinon on dépense inutilement de l'énergie à la maintenir très chaude dans le chauffe-eau. Donc ça, c'est quelque chose à voir vous-même. Ça peut être très facile à faire ou avec votre plombier si vous avez, si vous êtes un peu perdu, mais c'est quelque chose, bon, Vincent vous en reparlera après, qui est important. Un autre sujet que j'aime bien, alors on arrive bientôt à la belle saison et je vous assure que la douche fraîche, ça marche assez bien, ça fait du bien au corps et ça marche assez bien aussi sur la facture. Donc juste une petite anecdote pour illustrer ça. En fait, ce qui fait dans notre corps qu'on a la réaction de chaud ou de froid, ou qu'on est parfois très surpris par l'eau froide, c'est un petit organe qui s'appelle l'hypothalamus, qui est un petit bout de notre cerveau, qui est un organe en fait qui est très très archaïque. C'est un peu comme le capteur température de notre corps. Et figurez-vous que cet organe, en fait, on peut le reprogrammer en fait. C'est même assez facile à reprogrammer. C'est un capteur qui n'est pas de très bonne qualité. Et dites-vous bien que si vous essayez le jeu de simplement baisser la température de votre douche tous les jours, un petit peu, vous pouvez commencer dès ce soir ou dès demain matin, et vous allez voir très rapidement qu'au bout de 2-3 jours, vous êtes capable de descendre beaucoup plus bas en température que vous ne pouviez l'imaginer. Voilà. Et moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. En général, l'été, je fais que des douches fraîches. Parce que ça fait du bien et vous allez voir que ça a des effets. Voilà, donc ça, on a terminé l'aspect douche. Et après, on peut parler du coup maintenant
je dirais, de la plus grosse dépense, c'est le chauffage des pièces. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous munir de petits thermomètres, des thermomètres tout bêtes à 3 €, des bons vieux thermomètres au mercure, et de surveiller les températures qu'il y a dans les différentes pièces. Alors, je vous donne une petite astuce. Vu qu'on sort du Covid, vous avez très probablement, si vous avez des enfants, enfin moi en tout cas c'est mon cas, j'ai acheté un petit thermomètre, les thermomètres pistolets qui permettent de prendre la température très vite. Bah, ils ont aussi une fonction température de la salle, donc ça c'est amusant. Si vous avez cet objet chez vous, vous pouvez prendre la température des pièces. Et ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'il y a une vraie différence entre température ressentie et confort. C'est-à-dire que enfin, on sait tous un peu ça, mais dans la chambre, on n'a pas du tout besoin d'avoir la même température que dans le séjour, par exemple. Surtout s'il y en a qui font du télétravail, effectivement, on reste assis longtemps dans le séjour, donc là, on a besoin de monter à peut-être 19. Mais dans votre chambre, bah, vous pouvez sans problème baisser à 15. Vous allez voir que vous n'allez pas plus mal dormir, et la facture va s'en ressentir. Mais pour ça, il faut que tout simplement vous l'ayez en tête, parce que comme je vous ai dit, le corps humain est un très mauvais capteur de température, et quand on a des thermomètres dans différentes pièces, ça aide beaucoup à prendre du recul sur cette sensation de confort qui est finalement qui est très volatile, quoi. Des fois, on se sent pas bien alors qu'il fait chaud, et puis des fois, on se sent bien alors que la température est pas si élevée. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie pour votre attention, mais est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ah, j'ai vu Mélodie, sinon on mange tous froid. Ouais, moi j'aime beaucoup les Pokéballs. Je sais pas si vous connaissez. C'est c'est froid. L'été, c'est sympa. Et je Alors, fais à une- quelle température mettre le chauffe-eau? Vincent va en parler tout de suite après, je crois. Exactement, j'avais repéré la question, mais étant donné qu'on aura un petit quiz qui va venir juste après, on va se garder ça pour la suite. Et je faisais également une petite précision par rapport voilà, au réglage des températures. Effectivement, c'est très intéressant cette notion de température ressentie. Hein, ce n'est pas toujours la température qui fait ambiant dans la pièce. Et en plus de ça, il faut aussi parfois se laisser un petit délai d'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous changez, si vous faites un changement de température sur votre thermostat, laissez-vous une semaine avant de forcément revenir à l'ancienne température, parce que parfois, il faut un petit temps aussi d'adaptation du corps humain qui s'habitue au changement de réglage un petit peu dans la maison. Mais en tout cas, merci beaucoup Charles hein, pour ce partage, ces applications vraiment concrètes et que tu mets en place chez toi. Voilà, c'était très intéressant. Et donc effectivement, hein, pour les participants, n'hésitez pas hein, à apporter des éléments supplémentaires, des questions dans le chat ou même via le micro. Et puis, ouais, j'ai un dernier message à vous dire. C'est, il y a souvent chez soi un thermostat, par exemple, ou des objets finalement enfin, ça dépend des gens, mais finalement qu'on n'a pas tellement envie de manipuler ou qu'on ne comprend pas tellement. Et moi, j'ai envie de vous dire, revenez à des choses très, très basiques. Prenez le contrôle des objets qui sont chez vous. Et des fois, ça peut être tout simple. Il suffit de fermer un petit peu un robinet. Et ce qu'il y a de super motivant avec l'espace Gaspard, c'est que vous allez voir tout de suite les applications concrètes. Vous allez mesurer tout de suite ce que tel geste produit comme effet, quoi. Donc, prenez le pouvoir sur les machines et, et vous allez voir, ça va marcher. Alors, quand on aère une pièce, me demande Estelle, est-ce qu'on doit couper le chauffage ou bien juste le baisser un peu? Alors, pour moi, c'est évident que quand on aère la pièce, il faut couper le chauffage, sinon ça sert vraiment à rien. Mais encore faut-il savoir facilement couper le chauffage. Et il y a des logements, c'est pas si simple. Si vous avez un radiateur en fonte, enfin là ici, il y a des radiateurs en fonte, des bons vieux radiateurs. Bon, effectivement, je vais peut-être pas, quand j'aère 1 minute, je vais peut-être pas aller couper le robinet, parce que de toute façon, le radiateur en fonte, il émet continuellement de la chaleur. Mais je pense par exemple à
Je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui ont des logements avec des chauffages hybrides, donc peut-être du chauffage au gaz dans une pièce et peut-être des convecteurs dans une autre. Bah oui, très clairement, quand vous aérez une pièce, il faut couper le convecteur, quoi. Voilà. Et chez moi, il y a plusieurs pièces, il y a aussi des convecteurs électriques. Moi, j'ai désactivé en fait le thermostat qui contrôle tous les radiateurs parce que je veux pouvoir allumer et éteindre chaque radiateur parce que c'est pas très grand chez moi et je veux avoir le contrôle sur les machines en fait. Voilà. Et on souhaite la bienvenue à Christelle. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que j'allais souligner. Donc, Christelle, bienvenue. Ce que j'allais préciser, hein, c'est que l'atelier de ce soir est enregistré, donc je le mettrai à disposition effectivement pour récupérer la première partie là, qui a été présentée. Ce que je voulais... je vais repartager l'écran effectivement. Pour voir par rapport, donc là vous voyez à nouveau le diaporama. Oui, on voit très bien. Donc effectivement, voir par rapport un petit peu au slide qui avait été présenté, on a abordé beaucoup de choses à l'oral. Est-ce qu'il y avait peut-être des éléments qui voulaient être, que vous vouliez ajouter par rapport à Fadela ou Charles par rapport à la présentation? Je pense qu'on a tout évoqué, sachant que tout ce qui est lié à des données individuelles, hein, sont des données qui sont protégées. Et si on doit le transmettre à différents organismes, là, il nous faut absolument l'autorisation du client, du particulier. Pour ce qui est, par exemple, à la maille des bâtiments, vous avez au niveau des collectivités des démarches de projets d'efficacité énergétique. Et pour cela, ils ont besoin, par exemple, je donne l'exemple pour le cas des logements des bailleurs sociaux, de vérifier si des travaux de rénovation, d'isolation par l'extérieur, par exemple, ou changement de fenêtre, a pu permettre sur le bâtiment de faire des économies d'énergie. Nous, GRDF, on ne peut pas donner les données appartement par appartement. On est obligé de les donner de manière agrégée et anonymisée pour leur permettre de voir, par exemple, s'ils ont fait des travaux l'année dernière, de leur permettre de remonter jusqu'à 5 ans derrière pour voir s'il y a vraiment eu une efficacité par rapport au type de travaux qui ont été réalisés dans le bâtiment. Donc, dans notre rôle de mission de service public, effectivement, on a des nouvelles responsabilités de mise à disposition des données de consommation. Et il y a une rigueur et une protection quand même qui est posée auprès des gens qui nous le demandent. On tenait à vous rassurer là-dessus. Ensuite, ça c'est ce qui a été présenté par Charles. Oui, donc les acteurs tiers publics et privés, voilà, il y a vraiment un recueil du consentement obligatoire. Hein, on ne donne pas les données. Quelque chose je voudrais juste compléter quelque chose de Fadela. Ouais, vas-y, Charles. Sur ce sujet. En fait, nous, on ne donnera jamais vos données à qui que ce soit sans que vous n'ayez... quand je dis nous, c'est GRDF, hein, c'est pas à moi. GRDF ne donnera jamais vos consommations à personne sans que vous ne l'ayez autorisé. Donc ça, c'est une première chose. Et ce que disait Fadela, effectivement, pour par exemple, si vous habitez dans un habitat d'un bailleur social, il n'aura pas accès à votre consommation perso. Il aura uniquement accès à des consommations agrégées, c'est-à-dire, en gros, il a le droit d'avoir des infos sur un immeuble ou un bloc d'immeubles, mais on ne donne jamais, votre conso, c'est votre conso, elle regarde que vous. Et si on est amené à donner des infos, elles sont uniquement anonymisées et agrégées, c'est-à-dire c'est minimum 9 logements en fait. On n'a pas le droit de donner en dessous. Voilà. Bon après, ça c'est juste pour l'anecdote, mais quand bien même on donnerait les données, les consos de gaz, on peut absolument rien déduire de quoi que ce soit, puisque vous avez des appareils qui consomment. Le chauffe-eau, il se met en place tous les jours à la même heure. Le chauffage aussi. Donc il n'y a vraiment pas de... Pour moi, il n'y a pas de sujet, quoi. Puis après, il y a un cas concret au Royaume-Uni, comme ils avaient déjà déployé des compteurs tels que Gaspard, 82% des ménages avaient mis en place comme une action de maîtrise de l'énergie au sein de leur logement. Donc, je trouve qu'avec le temps, l'utilisation de
ces fonctionnalités, voilà, ça permet vraiment d'orienter, voir vraiment dans l'éco-geste ce qui va impacter dans la réduction de votre facture. Voilà. En plus, nos amis anglais, il faut savoir qu'ils consomment 2 fois plus de gaz que nous, hein. Donc on comprend pourquoi ils se sont dépêchés de mettre des Gaspard partout. Après, voilà, bon, là, on l'a présenté. On l'a vu, voilà. Je pense que Vincent, s'il y a des questions, ça tu l'as un petit peu évoqué, puis je pense que tu vas le reprendre après, Vincent. Effectivement, on va pouvoir, passer à la suite. Ça, c'est vrai qu'on a un petit peu déjà évoqué des exemples des manières de faire des économies. Donc, ça va être principalement la gestion du chauffage, de l'eau chaude, de la cuisson, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions des personnes qui nous ont rejointes n'hésitez pas dans le chat ou vous pouvez activer vos micros sans problème. Tout va bien? Eh bien, écoutez, on va passer du coup à la deuxième partie qui va nous mener petit à petit vers un petit quiz sur les consommations de gaz. Tout d'abord, pour avoir un petit aperçu déjà, remettre un petit peu les choses dans les bons ordres de grandeur. Ça, c'est finalement les consommations d'énergie primaire en France. Donc, on entend par énergie primaire, en fait, une énergie telle qu'on va la trouver avant transformation, en fait. Vraiment, on peut dire à l'état brut, en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit peu la situation en France. Et donc voilà, le gaz qui représente un peu moins de 16%. Alors ça, c'est les chiffres 2020, mais le gaz représentait un peu moins de 16% des consommations d'énergie en France. Par rapport au gaz, donc là, on a un petit peu l'évolution depuis les années 90. On a en fait un détail des consommations de gaz, cette fois par secteur. Voilà, donc chaque couleur représente un petit secteur. Ce qu'on peut constater effectivement, et on le voit sur les couleurs, notamment en 2019, là, en 2019, donc en fait, c'était le résidentiel donc, qui est en violet ici, qui représentait en fait la majorité des consommations de gaz, hein, c'était à hauteur de 31% environ, devant l'industrie, donc l'industrie qui est en rouge. Donc l'industrie, c'était un petit peu moins, mais c'était un peu au coude à coude, hein, c'est à hauteur de 28%. Et puis après, il y a également la production d'électricité qu'on voit en jaune, hein, donc effectivement, on a des centrales de production électrique qui fonctionnent au gaz pour venir en fait soutenir notamment les centrales nucléaires. Et puis le tertiaire, qui est arrivé dans un quatrième temps. Donc voilà un petit peu les secteurs, les principaux secteurs, hein, mais sans surprise, hein, c'est le résidentiel, hein, globalement, occupe la tête de file. Donc voilà un petit peu pour où est-ce qu'on consomme finalement du gaz. Ensuite, un sujet qui avait déjà été évoqué avec Fadela tout à l'heure, mais finalement, ce gaz, d'où est-ce qu'il vient? Voilà, donc là, on a aussi un graphique un petit peu des évolutions d'importation, en fait, depuis les années 70. Donc là, voilà, on a différentes origines des importations de gaz, hein, Norvège, Russie, Nigeria, Qatar, hein, on voit Pays-Bas, Algérie, donc un petit peu une pluralité dans des pays qui exportent du gaz qui sera consommé en France. Donc voilà un petit peu pour ce côté importation. Alors je précise pas tout à fait encore les chiffres, vous verrez pourquoi, on en aura besoin ultérieurement dans le quiz, justement, on va tout de suite venir avec, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le quiz, hein, l'idée c'est, on n'est pas là pour noter nos points, etc. Il n'y aura pas un podium à la fin. L'idée c'est plutôt de lancer des petits sujets de conversation sur différents aspects qui vont tourner autour du gaz. Il y a des cadeaux, pourquoi pas, mais non, malheureusement, là, on va s'en tenir. Alors, il y aura 10 questions en tout. L'idée, ça va plutôt être d'avoir un échange un petit peu interactif pour rendre la présentation un petit peu plus dynamique.
Donc, ce que je vous propose, moi, dans le chat, je vais écrire le numéro de la question et puis vous pourrez répondre dans le chat. Est-ce que globalement, il y en a qui n'ont pas accès? Enfin, là, on a eu déjà quelques messages. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés avec le chat et qui, du coup, peut-être peuvent le signaler peut-être par micro, si jamais. Mais sinon, on va plutôt voilà, procéder comme ça. Je vais envoyer les questions, l'intitulé de la question, et puis on va répondre tranquillement. C'est bon pour tout le monde? Ok, pas de problème. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Donc, la question 1. Donc, j'envoie dans le chat le numéro de question. Alors, on va s'intéresser finalement à l'origine du gaz à la base. Hein. Donc, combien de temps nécessite la formation du gaz naturel selon vous? Donc, il y a 3 possibilités de réponse. Est-ce que c'est environ 500 ans, réponse A, 10 000 ans, réponse B, ou bien plusieurs millions d'années, réponse C? Donc, je laisse un petit temps de réponse. Vous pouvez aussi ouvrir les micros hein, si jamais vous avez des difficultés là avec le chat. Donc, je vois du B, du A, du A, du B, du A. Très bien. Je vais encore attendre quelques petites secondes. On y va. Donc, réponse C. Là, en l'occurrence, on parle bien de la formation de gaz. On parle bien de millions d'années. En fait, le gaz, ce sera notamment issu de la sédimentation en fait, de matière organique. Finalement, un petit peu au même titre que le pétrole. Voilà, les deux vont d'ailleurs un petit peu de pair, mais on parle vraiment là en millions d'années hein, pour la production de gaz. Donc, c'est aussi important de remettre un petit peu des ordres de grandeur sur la formation de cette ressource qu'on utilise beaucoup. Très bien. J'ai écrit A, mais je voulais dire C. Bon, bravo Maxime. Félicitations du coup. Et juste une petite remarque, du coup, plusieurs millions d'années, c'est pour ça qu'on parle de gaz fossile en fait. Tout à fait. Mais Fadela vous a parlé tout à l'heure des nouveaux gaz verts, notamment le biométhane qui est fabriqué en France en fait à partir de déchets agricoles. Et le biométhane en fait on le fabrique en seulement 60 jours. Et voilà, c'est-à-dire qu'on met en gros des végétaux dans une cuve qui sont grignotés par des petites bactéries. Et en 60 jours, elles arrivent à fabriquer du gaz. Donc, c'est la magie du biométhane. Ben, merci pour cette précision. Alors, je vois qu'il y a une petite question justement sur le biométhane. Je propose qu'on y revienne après parce qu'il y a des questions qui vont un petit peu aller dans ce sens-là, donc ce sera l'occasion d'y répondre. Mais effectivement, merci de la distinction entre biométhane et gaz finalement fossile, hein, le gaz naturel qui est bien une énergie fossile. Donc, on y va pour la question 2. Alors, quel est le composant principal du gaz naturel? Donc, toujours 3 réponses. Est-ce que c'est le méthane, le propane ou le butane? Donc, répondez pareil dans le chat. Est-ce qu'on parle plutôt méthane, propane ou butane? Alors, pour l'instant, j'ai 2 réponses A. Aucune idée, aucun problème. Justement, on va pouvoir mettre l'accent là-dessus. Donc, en l'occurrence, le composant principal hein, du gaz naturel, c'est bien le méthane. Donc voilà, on parle de méthane. Alors attendez, le butane, lui, il peut être obtenu par notamment raffinage du pétrole brut. C'est une manière de l'obtenir. Après, dans le gaz naturel, voilà, il me semble que c'est un petit peu dans. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre, Fadela ou Charles, si je me trompe, mais on est plus dans l'ordre de 5% de butane, tandis que le méthane, on est vraiment dans les 90%, il me semble, de composition voilà, du gaz naturel. Donc, ce sera le méthane, composant principal. Alors, ouais, j'ai juste apporté une petite précision. Le méthane, c'est bien la molécule qu'il y a dans les réseaux de gaz, en fait. Hein, c'est chez vous, dans votre chaudière, où à partir du moment où vous êtes connecté à GRDF, nous, on ne fait que du méthane.
Le propane et le butane, ça existe à la maison aussi sous forme de bouteille, en fait. Enfin, moi, chez moi, quand j'étais petit, il y avait une bouteille de butane, en fait, hein, qui était dehors, parce qu'on n'était pas connecté. Bon, voilà, personne n'est parfait, on n'était pas connecté au réseau de gaz. Donc, oui, ces trois, on va dire, ces trois molécules, on va dire, c'est de l'hydrocarbure sous phase gazeuse, mais c'est bien le méthane qui circule dans les tuyaux. Donc, je vais répondre aussi à la question de Mélodie. La différence entre le méthane et le biométhane, c'est que le biométhane, il est fabriqué à partir de biomasse avec une biotechnologie. Hein, donc, la biomasse, c'est des végétaux, etc. Matière La biotech, organique. voilà, matière organique, tout à fait. Et la biotechnologie, c'est le fait de mettre des bactéries dans une cuve qu'on met à la bonne température. Ça nous fait du biogaz. Et quelque chose de très important, le biogaz, le biométhane, il a une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible que le gaz fossile, en fait. Alors pourquoi? Parce que le gaz fossile, comme on l'a vu, il a mis des millions d'années à se former. Donc du coup, quand on va le chercher dans le sous-sol et qu'on le brûle, on rejette du carbone dans l'atmosphère. Tandis que si vous vous souvenez bien, le biogaz, il a fallu juste 60 jours pour le fabriquer à partir d'une plante qui a absorbé du CO2 en poussant par la photosynthèse. Donc ça veut dire que le bilan, en fait, il est quasiment neutre puisqu'on rejette ce que la plante a absorbé pendant sa croissance. Voilà, donc c'est pour ça que c'est génial le biométhane. Moi, je suis un grand fan de biométhane. Et donc tous les gaz, deuxième question, est-ce que tous les gaz ont la même efficacité? Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par efficacité. Pour moi, moi je suis ingénieur, donc je vais vous parler en pouvoir calorifique. Donc le pouvoir calorifique du propane et du butane, c'est-à-dire la chaleur produite par molécule, elle est plus élevée. Mais on va dire les usages, méthane, propane et butane sont les mêmes, en fait, sont les mêmes et le coût est quasiment le même. Voilà. Et d'où vient la rumeur des proutes de vache si on les fabrique nous-mêmes? Alors, déjà, ce n'est pas une rumeur, c'est-à-dire que le procédé dont je vous ai parlé, là, les méthaniseurs, c'est ni plus ni moins que la reproduction d'une vache géante, en fait. Parce que les vaches, elles ne font pas autre chose. En gros, elles mangent de l'herbe ou du foin, ou enfin bref, de la matière végétale. Et elles ont 4 estomacs, les vaches. Et c'est leur estomac qui va en fait transformer cette matière organique en méthane. Alors le gros problème des vaches, c'est qu'effectivement, elles rejettent le méthane dans l'atmosphère. Tandis que nous, ce qu'on fait dans les méthaniseurs, on met un couvercle, hein. Rappelez-vous, les couvercles, très important. Donc, on met un couvercle et on récupère le méthane pour pouvoir l'utiliser et le brûler et l'utiliser dans les maisons. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler des émissions de carbone des vaches. C'est qu'effectivement, une vache, elle transforme en fait l'herbe en méthane. Donc, méthane qui est un gaz à effet de serre assez puissant. Donc, s'il y a trop de vaches, on envoie trop de méthane. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de réduction de produits laitiers ou de viande. C'est pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas encore trouvé une solution pour récupérer le méthane directement sur les vaches. Voilà. On va peut-être leur mettre un petit scaphandre ou je ne sais pas. Voilà. Merci pour ces précisions, Ouais. c'est parfait du coup effectivement de rebondir comme ça sur un petit peu les questions pour apporter toutes ces précisions. Écoutez, je vous propose, on passe à la question 3 maintenant. Je vais l'envoyer dans le chat. Donc la question 3, comment s'appellent les tuyaux qui acheminent le gaz? Alors est-ce qu'on parle de méthanier? Est-ce qu'on parle d'oléoduc? Est-ce qu'on parle de gazoduc? Donc je vous laisse répondre dans la conversation. Ils sont forts ce soir.
Donc là, effectivement, des gazoducs, hein, tout à fait. Donc là, on avait 3 réponses. Alors, oléoduc et gazoduc, c'est des canalisations. Oléoduc, c'est plutôt pour le pétrole, tandis que gazoduc, ce sera effectivement pour le gaz. Et le méthanier, en fait, c'est un bateau qui transporte le gaz, si je ne dis pas de bêtises, à l'état liquide. Il est remis à l'état liquide et c'est à des températures. Est-ce que vous avez à peu près les températures, peut-être, Fadela ou Charles, pour revenir à l'état liquide? Il me semble que c'est des températures globalement assez basses, hein, pour revenir condenser le. Très froid, ouais. Ouais. Donc les Ouais. méthaniers, c'est bien pour du gaz aussi, mais par contre, voilà, c'est pas des tuyaux, en fait, c'est des bateaux. C'est du gaz naturel liquéfié qui est transporté dans ces méthaniers. C'est à moins La 160 température, degrés. moins 160 degrés à mémoire, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. ok. Et voilà, Charles. Et ça permet effectivement de pouvoir en transporter beaucoup. Et quand on parlait tout à l'heure d'approvisionnement, de diversité d'approvisionnement du gaz en France, le fait d'avoir des gazoducs, mais aussi des méthaniers, nous a permis au modèle français d'être moins dépendant de la Russie, notamment. Oui, puisqu'un méthanier, en fait, comme on vient de le dire, il transporte le gaz sous forme liquéfiée, très froide. Et donc, pour décharger un méthanier, pour récupérer le gaz qui est à l'intérieur, on a besoin d'une grosse installation qui s'appelle un terminal de regazéification. C'est-à-dire, en fait, on a besoin de beaucoup de machines. C'est une installation industrielle pour vider en fait le méthanier. Et en France, on en a 3. Donc, on en a un près de Marseille, on en a un près de Nantes et un près de Dunkerque. Et c'est ça qui nous permet d'être très autonome parce qu'on peut accueillir en fait du gaz du monde entier sans être dépendant d'un gazoduc. Et tous les pays n'ont pas cette chance en fait. Je pense notamment à, par exemple, les pays baltes dont on parle beaucoup en ce moment. Ils ont dû se dépêcher de construire un terminal méthanier pour pouvoir profiter d'un apport de gaz par bateau. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, question suivante. Je me demande si on n'y a pas répondu en quelque sorte, mais on va voir oui. si tout le monde a été attentif. Comme ça, on doit avoir 100% de bonnes réponses. Donc, que signifie GNL, tout simplement? Est-ce que ça veut dire gaz naturel livrable, gaz naturel liquéfié ou gaz nocif et létal? Donc là, on verra si tout le monde a fait attention, mais la réponse, effectivement, est survenue. Ouais, c'est ça, c'est réponse C en fait. Donc effectivement, on parle bien là de gaz naturel liquéfié, voilà, GNL, et on l'a dit effectivement, notamment qui est transporté via les méthaniers, dont on a parlé juste avant. Très bien. Question 5. Justement, on va revenir un petit peu sur les importations. Donc là, tout à l'heure, effectivement, on voyait un petit peu la Norvège en tête de file, mais alors à combien, finalement, en termes de pourcentage, c'est quoi leur part dans les importations françaises? La part des importations depuis la Norvège. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est 36%? Est-ce que c'est 19%? Est-ce que c'est 25%? Donc on a du B, du C, 19 ou 25 globalement. Donc là, la réponse, ce sera la réponse A, à hauteur de 36%, la Norvège. Donc effectivement, en première position des pays qui nous exportent leur gaz. Donc en fait, la Norvège est en tête devant la Russie qui est plutôt autour de 17-18%. Les Pays-Bas, c'est en troisième place, autour de 14%. Et puis après, il y a l'Algérie également, plus autour de 10-11% environ. Donc voilà, un petit peu, il y a quand même un petit écart, disons, la Norvège voilà, vraiment le premier fournisseur de gaz de la France, mais n'est pas le seul, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le graphique.
Alors, je vais peut-être prendre la question de Mélodie. Oui, effectivement. Est-ce que la situation actuelle de la Russie justifie l'augmentation des prix du gaz? Alors, oui et non. Je m'explique. C'est en le prix du gaz, en fait, il se négocie, à échelle internationale, hein. Il y a un marché de gros et il se négocie aussi en fonction du temps. C'est-à-dire que le gaz, que je vais acheter maintenant n'a pas le même prix que celui que je vais me faire livrer dans 6 mois ou dans 1 an. Donc ça, c'est des questions qui sont abordées par votre fournisseur. Alors comme le bitcoin, ouais. Alors moi, je suis pas spécialiste en bitcoin. Mais donc du coup, en ce moment, effectivement, la Russie, limite ses exportations en gaz, puis on parle même d'embargo, en fait, total du gaz, russe en tout cas. Donc ce qui se passe, c'est que, sur le marché international, le prix du gaz est en train d'exploser. Tout simplement parce que, il y a un petit peu moins de enfin, il y a même beaucoup moins de gaz disponible sur le marché et c'est la loi de l'offre et de la demande. La D'ailleurs, spéculation. je fais une petite aparté sur la Norvège. La Norvège, elle a passé ce qu'on appelle son pic, c'est-à-dire que, chaque année, elle produit un peu moins de gaz parce que tout simplement parce que, son gisement est en train de s'amenuiser. C'est-à-dire que chaque année, elle nous en donnera un petit peu moins. Parce que c'est la vie, les gisements d'hydrocarbures, à la fin, ils déclinent. Donc ça aussi, ça concourt en fait à l'augmentation des prix. Donc la situation en Russie, en fait, parce qu'elle elle est exceptionnelle, ça tend énormément les prix. Mais j'ai envie de dire, quand bien même il n'y aurait pas une guerre en Russie, il y aurait de bonnes raisons de voir le prix du gaz augmenter sur le long terme, en fait. Voilà. Alors heureusement, n'oubliez pas qu'en France, on est en train de travailler d'arrache-pied pour fabriquer des méthaniseurs, que je vous ai dit tout à l'heure. Et d'ici 2050, normalement, on aura fabriqué assez de méthaniseurs pour être totalement autonome. On n'aura plus besoin ni du gaz russe, ni norvégien, ni aucun bateau, ni quoi que ce soit. On sera tranquille. Voilà, j'espère que ça vous rassure. Mais effectivement, en ce moment, les prix du gaz sont... Alors, est-ce que ça incite à la consommation d'énergie fossile? Non, parce que le biométhane n'est pas une énergie fossile. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le biométhane, il réutilise une infrastructure qui est existante. Donc oui, le biométhane est renouvelable parce que il suffit de remettre indéfiniment de la biomasse et des végétaux dans le méthaniseur pour produire autant de gaz qu'on a besoin. Mais l'intérêt, c'est qu'on utilise une infrastructure existante, c'est-à-dire que chez soi, on n'a pas besoin de racheter une chaudière. On peut très facilement mettre du biométhane dedans, vu que c'est la même molécule en fait. Donc, si vous aussi, chez vous, vous êtes intéressé par le biométhane, il vous suffit d'appeler votre fournisseur et de lui demander du biométhane. Voilà. Merci pour ces précisions. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la prochaine question. Voilà, tout à fait. Mais là, c'est 2030. Voilà, c'est 2030. Donc Moi, j'ai dit effectivement, 2050. on avait parlé de 2050. Donc là, effectivement, la France s'est fixé un objectif d'injection en fait de gaz renouvelable, hein, comme on l'a abordé, dans les réseaux d'ici 2030. Donc, est-ce que vous avez une idée de cet objectif que s'est fixé la France? Donc, est-ce que c'est A, 5%, B, 25% ou C, 10%? Et donc, effectivement, on parle bien de 2030 et non pas 2050. Ah, ils sont forts ce soir, décidément. Effectivement, là, je vois réponse C, réponse C. Alors, il y a des points d'interrogation, mais non, effectivement, là, on est bien sur un objectif de 10% d'ici 2030. Donc voilà, hein, le biométhane, hein, on l'a dit, donc c'est vraiment c'est produit grâce à finalement de la fermentation de matière organique. Ça peut être des résidus agricoles, voilà, des déchets verts, etc. Et puis c'est vraiment injecté dans le même réseau que le gaz naturel, puisque finalement il a les mêmes propriétés,
les mêmes usages. Donc, c'est tout à fait faisable. Et donc, par ce que j'avais trouvé actuellement en France, alors c'était des chiffres de 2020, mais il y avait, j'imagine quand même ça a dû augmenter depuis, mais on comptait 150 sites de méthanisation qui injectaient du biométhane dans les réseaux gaziers, mais il y avait une centaine de projets en cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui grandit, qui va aller plutôt, comment dire, en accélérant. Il y en a 400 là. 400, bah, très bien. Si on a des J'avais les chiffres, chiffres 2020, mais moi j'ai ouais. les chiffres de cet après-midi, parce que Eh j'ai eu ben, l'info cet après-midi. Non, mais c'est vraiment, génial, c'est génial. il y en a quasiment 400 en France qui injectent. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a une capacité de production de 7 TWh par an. Donc, on a encore de la marge pour atteindre les 10% en 2030. Donc, pour info, les 10%, c'est ce que nous dit le pays, ce que nous dit ce qu'on appelle la programmation, voilà, programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais nous, GRDF, vu qu'on est méga motivés, on va essayer de faire 20% en 2030. Ça, c'est un chiffre que vous allez voir dans les réseaux sociaux, et notamment la guerre en Ukraine qui nous a vraiment motivés pour faire plus. Donc, Très bien. Mélodie me demande si c'est en complément ou en remplacement. En fait, pour l'instant, c'est en complément parce qu'il y a quand même une grande partie qui est encore du gaz fossile. Mais à terme, on va tout remplacer par du gaz, du biogaz, du biométhane. Et on dit au revoir à Maxime. Effectivement, merci Maxime. Et puis, de Merci toute d'être manière, venu. voilà, la fin sera enregistrée, donc ce sera tout à fait possible de la rattraper. Merci pour cette précision. Donc voilà, les chiffres vraiment mis à jour. Donc des projets de méthanisation voilà, qui se développent à échelle vraiment importante là en France. Et donc un objectif officiel de 10%, mais qui visiblement a pour vocation d'être dépassé. Très bien. Alors, question suivante. Là, on va terminer un petit peu avec des questions orientées plutôt éco-gestes, voilà, manière de limiter finalement le gaz, où est-ce qu'on consomme, notamment chez soi, comment on peut faire pour le diminuer. Donc, question 7. Alors, selon l'ADEME, la température de consigne de chauffage, si on la baisse d'1 degré, ça permettrait de générer quoi en termes de pourcentage d'économie? Est-ce que ce serait plutôt du 3%, de l'ordre de 3% d'économie, de 10% d'économie, ou bien de 7% d'économie? Donc ça, c'est effectivement des sujets qu'on a commencé à aborder, le réglage de la température, avec Charles tout à l'heure, dans des actions qu'on peut mettre en œuvre. Donc, est-ce que vous avez une petite idée? Voilà, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie. Alors, pour l'information, là, c'était le passage notamment de 20 degrés à 19 degrés. C'est économie d'énergie. Tout à fait. Mélodie posait la question. Oui, effectivement, pardon, je vois dans le chat. Oui, c'est ça. En fait, là, on parle bien d'énergie, on parle de kilowattheure, ce genre de choses, parce que l'euro, finalement, la facture, ça peut varier tout simplement par le prix de la ressource qui, lui, fluctue constamment, tandis que vraiment, là, on parle d'énergie consommée. Donc, parfois, ça ne se ressent pas, en fait, sur la facture en euros, parce que malheureusement, le prix, entre-temps, a augmenté. Mais par contre, si vous regardez votre consommation d'énergie, là, ça peut se ressentir. Et notamment, on peut le voir sur le compte GRDF. Là, on peut voir effectivement, c'est bien des kilowattheures. Charles, tu me confirmes, qu'on voit sur le compte GRDF. Ce n'est pas des euros, on ne parle pas de facture en euros sur. Mais justement, c'est très intéressant de comprendre comment est architecturée la facture. Parce que la question de Mélodie est intéressante parce que, en fait, dans votre facture d'énergie, il y a une base fixe qui est l'abonnement, et il y a une base variable qui, elle, est directement reliée à la quantité d'énergie que vous avez consommée. Donc, oui, c'est évident que si vous faites des économies d'énergie, vous allez aussi faire des économies financières. Voilà. Mais en revanche, ce n'est pas parce que vous faites 7% d'économie d'énergie que vous allez baisser votre facture de 7%. Parce qu'il y a la petite part fixe, quoi. Donc tout à fait, on parle du 7%, effectivement, donc c'est ce qui est le chiffre mis en avant par l'ADEME. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la température, ça a un impact. Le réglage de la température, c'est pas anodin. C'est important finalement, dans un premier temps,
quelle température il fait dans ma pièce, est-ce que je la connais, est-ce que je peux la régler, est-ce que je peux la contrôler? Comme le disait Charles tout à l'heure, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir le contrôle de toutes ces machines qu'on a chez soi et une fois qu'on a le plus d'informations possible, bah, on peut faire des réglages, on peut optimiser tout ça pour, faire du gain énergétique et donc, financier. Tout à fait. Question suivante, là on va parler de machine à laver. Voilà, donc là un lavage à 30 ° comparé à un lavage à 90 °, combien d'énergie ça consomme en moins de diminuer la température de l'appareil? Est-ce que c'est 2 fois moins d'énergie, 3 fois moins ou 5 fois moins d'énergie? A, B ou C? Donc voilà, les machines à laver, d'ailleurs ça vaut aussi pour la vaisselle, le sèche-linge. Bon, c'est pas forcément du coup du gaz à l'origine, hein, ça peut être de l'électricité. Mais l'idée de ces machines-là, c'est que, là où elles vont beaucoup consommer, c'est justement pour monter en température. C'est ça qui va leur demander une consommation importante. Donc là, bon, on compare 90 à 30 hein. Souvent, quand on hésite, c'est pas forcément entre 30 et 90 qu'on hésite, ça va être peut-être entre 40 et 30. Mais là, pour vous donner voilà, il y a un ordre de grandeur qui a été mis en avant par l'ADEME. Donc c'est une consommation 3 fois moindre en termes d'énergie, de diminuer cette température de lavage. Donc c'est pas anodin. Voilà, si on peut mettre des programmes plutôt à basse température, c'est moins énergivore que des programmes haute température. Et ça vaut pour le sèche-linge. Donc là, par contre, le sèche-linge, c'est de l'électricité derrière. Ça vaut pour le lave-vaisselle également. Hein, faut faire attention et bien distinguer hein, les programmes éco des programmes rapides. Tout ça, c'est des termes un petit peu différents qui ne veulent pas forcément dire des économies. Programme rapide, globalement, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la machine elle fasse le même travail mais plus vite. Globalement, ça, c'est plutôt des programmes qui ne vont pas faire des économies d'énergie. Les programmes éco, alors il faut bien lire hein, sur les notices des machines, ça peut varier, mais souvent, des programmes éco, justement, amènent une température moins élevée. Donc là, il y a un intérêt en termes d'économie d'énergie. Donc voilà un petit peu pour... Vincent, tu as une Oui. question de Mélodie qui demande est-ce que les appareils de classe A ont une réelle différence avec les A++ et autres? Alors, donc là, effectivement, on parle d'étiquette énergie, hein, donc maintenant, c'est obligatoire quand on achète ce genre d'appareil d'électroménager, d'électronique. Il y a des étiquettes énergie avec des lettres hein, qui vont de A jusqu'à G, avec même des graduations en plus. Là où, oui, alors d'ailleurs, en fait, on le voit concrètement dessus, il y a une consommation annuelle d'énergie, alors qui, malheureusement, un appareil peut avoir plusieurs programmes d'utilisation. Je me demande, je ne sais pas si vous avez la réponse, peut-être Fadela ou Charles, mais le chiffre qui est indiqué, il me semble que c'est quand même pour finalement le programme qui est le moins. Est-ce que c'est pour le programme classique ou le programme le moins énergie? Il me semble que c'est ça où c'est un petit peu biaisé en quelque sorte. Ils prennent le programme effectivement le moins gourmand en énergie. Mais par contre, il y a un impact. Alors, comment dire, l'appareil sera, oui, moins énergivore globalement. Par contre, c'est généralement des appareils qui coûtent plus cher aussi. Donc, il faut faire des compromis. L'idée, c'est que si chez vous, vous avez un appareil qui fonctionne, l'idée n'est pas forcément de le remplacer, de vouloir le remplacer par du A++, plutôt d'abord de l'emmener jusqu'au bout de sa durée de vie. Mais après, quand on a l'opportunité de faire un achat de neuf, dans ce cas, effectivement, plutôt de se tourner vers des appareils hein, situés plutôt en haut, bien sûr, mais c'est des appareils plus coûteux à l'achat, donc parfois, ce n'est pas forcément abordable pour tout le monde. On pourra essayer de récupérer une fiche qu'on mettra sur le site d'Énergie Solidaire sur cette question-là. Ouais, très bien, effectivement. J'enverrai une restitution un petit peu avec de la documentation notamment ultérieurement. Mais en tout cas, les étiquettes énergie, très bon outil également pour se rendre compte de la consommation d'un appareil. On revient au chauffe-eau, du coup, effectivement, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure avec Charles. Donc, quelles sont les recommandations en termes de réglage de température? Ça faisait partie des questions dans le chat, donc on va pouvoir y répondre maintenant.
Alors, je vois, il est marqué qu'il reste que 5 minutes. Effectivement, c'est qu'on avait programmé jusqu'à 21h30, mais ça ne Mais va il pas n'y a pas couper de souci, normalement, hein. je l'ai levé là. Ça y est, c'est bon. Très bien, ça ne va pas nous couper, ça ne va pas nous éjecter. Donc alors, question 9. Donc là, je vois qu'il y a déjà eu une petite réponse qui a été glissée entre 2 messages. Donc Frédéric disait réponse A. Donc entre 55 et 60, entre 40 et 45 degrés ou entre 70 et 75, la température du chauffe-eau. Alors réponse A, réponse B, donc on a eu 2A, 2B, 2A, 1B, pardon. Et donc là, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le réglage de la température de chauffe-eau, ce ne sera pas anodin. Et en l'occurrence, effectivement, on parle bien d'une température entre 55 et 60 degrés. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si on la met trop bas, peut y avoir aussi des risques, notamment de développement de bactéries, hein, des problèmes, des risques de légionellose qui peuvent apparaître. Et puis également, le mettre trop haut, bah là, c'est plutôt des risques de brûlure, en fait, tout simplement, qui seraient engagés. Donc voilà, c'est plutôt dans des ordres de grandeur de 55 à 60 degrés le réglage de température. Ok. Et dernière petite question, l'entretien de la chaudière tous les ans. Donc ça aussi, c'est issu de documentation de l'ADEME. Donc c'est très important à y penser, on ne le fait pas forcément, mais l'entretien d'une chaudière, ça permet de réaliser environ 3 à 5% d'économie, 20 à 25 ou 8 à 12%. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous faites entretenir aussi votre chaudière régulièrement? C'est important, il peut y avoir différents problèmes alors il y a différentes formes d'entretien sur tout le circuit finalement hydraulique, hein, qui est relié à votre chaudière, hein. Il y a voilà, tout simplement purger les radiateurs, ça c'est des opérations qui peuvent être faites simplement chez soi. Après il y a des systèmes plutôt de désembouage, hein, voilà, de votre chaudière. Enfin, il y a tout un panel un petit peu d'entretien, mais il ne faut vraiment pas négliger ça, l'entretien. Et c'est valable en fait pour tous les équipements, hein, globalement que vous avez chez vous. Ne serait-ce que par sécurité en termes d'assurance, oui, on est sous contrat, donc entretien annuel. Oui, tout à fait, hein, c'est ça. Oui. L'idée, c'est qu'il y a le fait donc de faire des économies, mais effectivement, la durée de vie de l'appareil, c'est très important parce que c'est des appareils qui peuvent être coûteux à faire remplacer, hein. Donc l'idée, c'est plutôt de les entretenir pour qu'ils fonctionnent de manière optimale. Donc je regarde un petit peu les... Oui, vas-y, Ouais, Charles. j'ajoute juste quelque chose là. L'entretien annuel, c'est vraiment très très important. Il y a aussi pour des raisons de sécurité, parce que si la chaudière est mal réglée ou qu'elle commence à vieillir, vous avez un risque de monoxyde de carbone. Et c'est un gaz en fait qui est inodore et qui se forme quand la chaudière est vraiment très mal entretenue. C'est un gaz qui est toxique et enfin c'est rare, mais ça arrive assez régulièrement, des intoxications au monoxyde de carbone. Donc, rigolez pas avec ça. Et faites bien entretenir votre chaudière. Voilà. Ça, on peut faire rajouter un détecteur de monoxyde de carbone dans le logement comme pour les fumées. Les deux existent. Donc, surtout que l'entretien d'une chaudière, c'est pas quelque chose de très très cher. Enfin, c'est de l'ordre de peut-être moins d'une centaine d'euros par an, ou aux environs d'une centaine d'euros par an. Et en fait, le coût de l'entretien, il est quasiment payé par les économies qu'on fait, hein, parce qu'une chaudière bien réglée, elle consomme aussi peu que possible. Et ça vous évite des problèmes aussi d'assurance, effectivement, parce que si vous intoxiquez, non pas vous, mais votre voisin d'en dessous, et qu'on se rend compte que vous n'avez pas fait l'entretien, ça vous met dans une situation très compliquée. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment de le faire et d'en parler autour de vous, parce que c'est une obligation qui est pas forcément très connue, en fait. Enfin, donc vraiment, merci de faire de la pub autour de vous. Faites entretenir la chaudière, c'est hyper important. Voilà, on l'a vu, hein, de multiples intérêts, hein, sécurité, économie et de durée de vie de l'appareil. Mais voilà, donc effectivement, la réponse était réponse C, voilà, de l'ordre de 8 à 12% d'économie. Donc c'est aussi un moyen d'amortir le prix de l'entretien qui est finalement relativement pas élevé par rapport à ce que ça apporte vraiment derrière.
Écoutez, c'était la dernière question là, de ce petit quiz. Donc, j'ai encore quelques petites slides. Je vais finir tranquillement un petit peu pour reprendre l'atelier dans sa globalité. L'idée, c'est qu'on a parlé aujourd'hui du coup beaucoup de consommation de gaz, de maîtrise de ces consommations. Donc, effectivement, là, on a une petite infographie des consommations d'un logement. Une grosse partie qui part au chauffage, également au chaude sanitaire. Et donc, c'est la cuisson également. Et donc, ces trois postes-là, ensemble, peuvent être alimentés notamment par du gaz. Donc, il y a vraiment un grand intérêt à se poser des questions sur où est-ce que je consomme du gaz chez moi, comment je le consomme, comment je peux finalement le maîtriser derrière. Donc, on a vu des manières simples parfois pour économiser. Ça peut paraître anodin des fois. On l'a vu, couvrir une casserole, c'est tout bête, mettre un couvercle. Mais par contre, le gain, il est vraiment réel derrière. Donc, il y a tout un intérêt à faire ça. Les volets, même des rideaux, des doubles rideaux, limiter les déperditions de chaleur du logement. Alors, évidemment, il y aura l'étape de faire des travaux d'isolation. Là, on parle plutôt d'éco-gestes, de manière simple à mettre en œuvre. Donc, fermer des volets, fermer des doubles rideaux la nuit. On l'a vu, baisser la consigne de température, choisir les bonnes températures de lavage de ces équipements. C'est des choses simples, mais mises bout à bout, ça a son impact. L'idée, c'est vraiment de se conscientiser où est-ce que je consomme chez moi, mettre des chiffres derrière tout ça. Et donc, on l'a vu, le compteur communicant Gaspard peut vous permettre déjà d'avoir des ordres de grandeur de chaque jour, combien est-ce que je consomme. Si je fais une action, le lendemain, est-ce que je peux l'avoir concrètement son impact. Donc, c'est hyper intéressant de prendre en main ces équipements-là. Voilà, des outils pour tout maîtriser. Donc, les compteurs communicants, Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz, ça en fait partie. Les thermostats, vraiment, ça, c'est des choses hyper utiles. Parfois, on ne sait pas forcément quelle température il fait. Donc, le chauffage fonctionne beaucoup. Alors, finalement, on n'en aurait pas besoin d'autant. Pensez bien les températures dans les chambres la nuit. On n'a pas forcément besoin d'avoir des températures élevées pour dormir confortablement. Donc, tout ça, c'est des manières de faire des économies. Voilà un petit peu donc pour ces outils-là. Vincent, on te demande s'il faut un installateur RGE pour faire ça. Alors, ça dépend pourquoi en fait. L'idée, non, rien n'oblige à choisir un installateur RGE pour s'équiper par exemple d'un thermostat. Par contre, quand on sollicite des aides financières, là, c'est différent parce que oui, effectivement, ça peut faire partie des conditions. Par contre, rien n'empêche de faire appel à un artisan qui n'est pas certifié RGE, mais dans ce cas, il y a peut-être voilà, c'est pas du tout puni par la loi de faire appel à des artisans qui ne sont pas certifiés. Donc ça, effectivement, là, on voit une aide, je ne sais pas si c'était par rapport à ça, un coup de pouce pour l'installation d'un thermostat programmable. Là, effectivement, on parle de dispositifs d'aide financière où il y a des règles à respecter pour les demander. Là, ce que je peux vous inviter à faire, si ça vous intéresse, c'est de tout simplement, on peut le voir derrière moi de l'autre côté, de nous appeler. Chez Énergie Solidaire, on abrite un espace conseil France Rénov qui est vraiment dédié à ça, à vous accompagner notamment pour y voir un peu plus clair dans les démarches d'aide financière pour l'installation de diverses choses. Souvent, on pense à l'isolation des systèmes de chauffage, mais installer une régulation, un thermostat programmable, ça peut faire partie il y a des aides qui existent pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Je remettrai notre numéro de téléphone en fin de présentation. Mais voilà, disons que d'un point de vue général, la certification RGE, c'est pas du tout obligatoire. On peut faire appel à des artisans RGE ou pas. Voilà, écoutez, de mon côté, j'ai terminé un petit peu ce que je voulais présenter en fin de présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, même des partages d'expérience, tout simplement, des choses que vous aurez peut-être mis en place, relatives à Gaspard, aux consommations de gaz, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, vous avez le chat. Il y a Christelle Delphini qui veut nous faire part de sa question. Allez-y, Christelle, vous pouvez parler. Peut-être que là, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, très bien.
Désolée, j'ai pas une super connexion. Moi, j'avais une question. J'ai essayé d'accéder aux données via Gaspard. Donc, ça, j'ai réussi. En revanche, je voulais avoir un détail avec un profil journalier. Et là, j'ai vu que c'était une offre spécifique GRDF qu'il faut que je demande à mon fournisseur, c'est ça? Oui, vous pourriez me donner un ordre d'idée de grandeur de prix et si c'est un abonnement qu'on prend sur une petite période ou comment ça se passe un petit peu? Je fais une petite précision. Vous avez dit journalier ou horaire? Parce que du coup, il me semble que horaire, Oui, effectivement. horaire. Journalier, on l'a effectivement. C'est Ok. le profil. Horaire. Donc, effectivement, horaire, je laisse Charles apporter plus de précision. Alors, c'est une sacrée bonne question que vous me posez. Je ne saurais pas vous dire combien ça coûte, même en ordre de grandeur. On peut le trouver dans le catalogue de prestations de GRDF. Non, enfin, Non, je sais pas parce que en fait, ça dépend de chaque fournisseur, ça. Ah, tu penses qu'il y a service à la carte? Si c'est une de vos prestations, c'est quand même eux qui définissent combien. Je pense qu'il y a. Je vais voir avec vos fournisseurs. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas facturé à GRDF, c'est facturé au fournisseur, c'est ça? Le fournisseur paye, enfin c'est lui qui fait la facture, parce qu'il n'y a qu'une seule facture. Mais par contre, le montant, j'espère que le fournisseur ne se prend pas une com supplémentaire. C'est dans ce sens-là. En fait, ce qui se passe, c'est que les fournisseurs, souvent, ils proposent des services en plus. Voilà. Avec des fois de la domotique. Je suis un peu fâchée avec mon fournisseur. Alors, je ne change pas en ce moment parce que ce n'est pas le bon moment, mais. Bref. Ouais, c'est une bonne question, là. Vous m'avez collé, là. Je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, j'ai essayé notamment de couper le chauffe-eau la nuit et je voulais voir si on avait une réelle variation. Mais alors, c'est très bien, il est bien fait, votre site, parce qu'on a aussi les degrés journaliers. Donc, on peut suivre par rapport à la température. Mais du coup, pour comparer 2 journées type, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a une petite moulinette qui existe ou pas. Voilà. C'est peut-être un peu en aparté. Alors déjà, est-ce qu'on est sûr? C'est un chauffe-eau gaz, du coup. Est-ce que vous êtes sûr qu'il chauffe la nuit? Là, justement, je l'ai déprogrammé pour qu'il ne chauffe pas la nuit. Voilà. Et je voulais voir si je gagnais beaucoup ou pas beaucoup. Enfin, si au moins ça chauffait plus ou si ça chauffait avant ou pas. Enfin, voilà, je voulais pouvoir comparer et du coup avoir ce profil heure par heure. Est-ce que c'est une chaudière avec ballon intégré ou une chaudière c'est un ballon qui est couplé à la chaudière. D'accord. Ce qui veut dire que si chaudière avec ballon à côté, forcément, ça va devoir maintenir la température de l'eau chaude. Oui, là, du coup, j'ai un programme sur la chaudière qui me permet de le couper entre, je crois, 23h et 4h du matin. Donc, j'ai essayé, mais je vais voir. De toute façon, je note vos questions et puis avec Charles, on verra vers Vincent. Oui, ça serait bien. En fait, c'est un peu compliqué pour nous de. On va se renseigner, bien évidemment. Oui, sûr. Et c'est un peu compliqué pour nous de vous répondre parce que vu que c'est quelque chose qui passe forcément par le fournisseur, nous, GRDF, on a un devoir, je dirais, de réserve. On n'est pas du tout censé savoir les prix des uns et des autres. Oui, mais là, c'est votre prestation, au même titre qu'on paye l'acheminement du gaz par vos services. Ouais. C'est indépendamment du prix de la molécule. Donc, là, c'est juste pouvoir appuyer sur le bouton pour avoir sur une certaine période l'accès aux données. Mais bon, c'est pas grave, je vais contacter mon côté GRDF, si vous tapez catalogue de prestations pour les parties. Peut-être, je n'ai pas regardé plus que ça, en fait. On va vous trouver le petit hacket qui va bien pour répondre à vos interrogations. Et puis ça nous permettra aussi d'enrichir les prochaines sessions qu'on organisera sur ce sujet. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et
alors, j'ai une autre question, mais enfin, je ne voudrais pas monopoliser non plus. Hein, On vous écoute, pas de problème. C'est un peu pour récupérer, pareil, les données. En fait, c'est très bête, hein, mais nous, notre contrat, il est au nom avec mon mari. Et moi, sur France Connect, je suis à mon nom de jeune fille. Et du coup, je ne peux pas récupérer et mettre dans Déclic, notamment, le compteur. Donc, je ne sais pas comment faire, mais à part là, c'est par rapport à mon mari de venir là et de… Enfin, voilà. C'est par rapport au compteur Linky, c'est ça? Du coup, là, en l'occurrence. Linky, mais j'ai pas… Gaspard, alors c'est pas encore en place pour coupler Gaspard sur Déclic. Ils vont le faire pour l'année prochaine, de ce que j'ai compris. Mais effectivement, en fait, l'idée c'est que c'est très sécurisé en fait, hein, et parfois trop sécurisé. Du coup, effectivement, il y a un nom de famille qui colle pas. Malheureusement, ça. Alors, c'est peut-être bon signe quand même, hein, dans le sens où il y a une sécurité, hein, qui existe. Effectivement, par rapport à Déclic, il y a eu des soucis de ce genre. Et malheureusement, voilà, là, c'est une question de. Il faut que comment dire, le compte, et là, ça peut être GRDF, ça peut être le Linky, mais Enedis doit avoir le même nom que le titulaire du contrat avec le fournisseur. Et ça, si ça ne matche pas, malheureusement, ça coince. Oui, je n'étais pas encore confrontée à ça jusque-là, mais c'est pas grave. Je vais attraper mon mari. Et j'avais une dernière question, je me permets, mais surtout interrompez-moi. Aucun problème. Vous avez parlé au-delà de l'entretien de la chaudière, donc de purger les radiateurs. Et en fait, je voulais savoir comment on pouvait équilibrer ou pas les flux. En fait, j'habite en pavillon et j'ai des zones où on a l'impression que le chauffage fonctionne très fort et d'autres zones où les radiateurs, l'eau est moins chaude. Alors peut-être que le circuit fait un chemin plus long, mais voilà, je voulais savoir si on pouvait jouer sur le flux ou le comment dire, pas le débit parce que ça, je pense que c'est le même, mais le circuit d'eau en fait pour équilibrer un peu différemment les choses. Des fois, il faut purger l'air. Des fois, vous avez un petit peu d'air dans le circuit. Ça, c'est un premier point. Enfin, vous pouvez faire vous-même ou votre installateur. Après, tout dépend de l'âge de votre installation. Est-ce que c'est tout le circuit? C'est récent. On a fait des travaux en 2016. C'est récent? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'installation au gaz auparavant? Non. D'accord. Parce que je pensais au désembouage, mais si elle est récente, il n'y a pas cette question-là qui va se poser. Ouais, c'est assez étonnant que sur le niveau du circuit, vous n'ayez pas la même température. Et les robinets thermostatiques sont tous à la même température? Alors, dans chaque pièce? on n'a pas de robinet thermostatique. Est-ce que ça serait un moyen de… Oui, d'équilibrer pièce par pièce, là où vous n'y êtes pas tout le temps, vous pouvez régler. Là, on a des robinets tout simples, donc on ne peut pas fermer un peu ou pas, c'est ça, Il faut vraiment que ce soit thermostatique pour que ça régule le c'est lié aussi à la température. Votre chaudière, elle est reliée à une sonde extérieure ou pas du tout? Oui, oui. Donc vous avez… C'est peut-être dû aussi, je ne sais pas, c'est un pavillon ancien. Oui, qu'on a rénové, mais oui, il y a une partie ancienne, oui, tout à fait. Alors, ça peut aussi venir de ça, c'est-à-dire que souvent dans les rénaux, il y a des zones de la maison qui sont toutes neuves et qui marchent hyper bien, puis des zones un peu plus anciennes où en fait le bâti a un comportement thermique différent. Oui, ça c'est sûr que j'ai des différences. Voilà. Oui. Et le problème vient peut-être pas du chauffage, mais du comportement de la maison qui est du coup hétérogène, quoi. Oui, du coup, ma question, elle était comment je pouvais augmenter la consigne de température locale. Oui, je ne sais pas comment… Aujourd'hui, notre thermostat, il est dans la partie la plus froide et en fait, dans les chambres, on chauffe quasiment pas, voire pas du tout, et on a trop chaud en haut. Oui, mais ça, c'est le problème, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le problème des thermostats tout automatisés, etc. C'est qu'on ne peut pas piloter finement.
Donc D'accord. peut-être essayez de voir si vous n'avez pas un moyen de désactiver le thermostat Ouais. et de piloter à la main, quoi. Au moins dans chaque pièce, au moins vous êtes maître chez vous. Et sinon, de mettre des robinets thermostatiques D'accord. Donc, en fait, qui, eux, je vont mets monter une sur une consigne température. locale. Je ne sais pas comment je peux supprimer ma consigne, mais Et vous avez un installateur qui fait l'entretien, qui… en fait, non, c'est un peu l'installateur, lui, il était avec l'entrepreneur, donc il ne fait pas la maintenance derrière. Mm. Et Frisquet qui fait la maintenance annuelle, mais qui ne s'occupe pas du réseau. Ah Et oui, c'est c'est un plombier. Donc, Ouais. et ensuite, faire venir juste un plombier pour purger les radiateurs rééquilibrés, il n'y a personne qui vient. Ah, oui, ça vient aussi peut-être de là. Mm. Ouais. Bon, excusez-moi, hein, c'était des Non, questions. mais c'est intéressant parce que d'un côté, on parle des éco-gestes et de l'autre, il y a l'installation en elle-même avec l'accompagnement de la maintenance de la chaudière et de l'installation, quoi. Je ne sais pas comment est configurée votre maison, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire un diagnostic par… je ne sais pas, Vincent, si vous avez au sein d'Énergie Solidaire des listes d'artisans ou de… On a accès, effectivement, on peut mettre à disposition des annuaires d'artisans qui sont qualifiés, donc on l'a évoqué, un RGE, dans différents domaines de travaux, selon ce que vous recherchez. Donc effectivement, si ça vous intéresse, vous pourrez effectivement nous contacter pour avoir ce genre d'informations. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a donc il y a quelqu'un qui doit partir, effectivement, Frédéric. Bah, merci beaucoup pour la participation. Merci. J'avais confondu GRDF avec mon fournisseur de gaz, voilà, mais c'est très bien, on a pu remettre les choses au bon endroit. En tout cas, merci beaucoup pour la participation et à très bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les participants, voilà, via le chat. Donc il y avait un commentaire effectivement sur l'importance de la température de la chaudière, qui voilà, on l'a évoqué, hein, mais la température, c'est pas du tout anodin. Les consommations d'énergie, elles se font là, c'est pour monter en température. Donc quand on a le contrôle, il faut voilà, on va pouvoir agir et maîtriser dessus. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions de dernière minute, vous pouvez les poser dans le chat ou allumer vos micros sans problème. Alors, j'ai encore une question. Très bien. Est-ce qu'il vaut mieux couper, en fait, entre les périodes creuses et les périodes de chauffe, où on est présent ou pas présent, est-ce qu'il vaut mieux essayer de lisser et donc pas trop en fait, diminuer en température, ou est-ce que justement ça a un intérêt de baisser de 3-4 degrés et ensuite, du coup, la chaudière elle est obligée de repartir plus fort pour pas les éteindre et les rallumer après. Comment? Je dirais qu'il faut éviter de les éteindre et de les rallumer après, ça vous refait un appel de puissance pour rechauffer la maison. Donc, à partir de combien de temps ça a un intérêt de baisser Alors Christelle, je vais vous donner une réponse un peu de Normand, mais vous allez le découvrir grâce à votre compteur Gaspard, en fait. Ça, c'est une question que je me suis posée chez moi, là, dans le bâtiment dont je parlais. Et chaque bâtiment est unique, en fait. Donc, nous, on n'a pas la réponse. Ça dépend de chez vous. Moi, j'aime bien parler de fonctions de transfert. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des études de sciences, mais en gros, chaque bâtiment, il a sa vie, il a son fonctionnement propre. Et peut-être que votre maison, elle a une assez forte inertie. Et du coup, vous pouvez complètement couper le gaz en partant une semaine en vacances. Et que quand vous allez revenir, vous avez perdu quelques degrés. Ou à l'inverse, vous avez peut-être une maison qui perd très très vite et qui a du mal à réchauffer. Enfin, ça, vous ne le saurez en fait qu'en faisant l'expérience avec votre Gaspard. Et l'idée, c'est petit à petit de vraiment prendre le contrôle total de votre maison, de votre logement et des équipements qui y sont. Et vous connaîtrez par cœur après le fonctionnement de votre maison, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. D'accord.
Ok. Voilà, Bon, j'espère je ne vous pas vous laisserai décevoir. d'avoir le profil heure par heure, du coup. Ok. Merci beaucoup. Mais faites des expériences, amusez-vous, vous allez voir. En quelques semaines, on apprend parfaitement les réactions de sa maison et c'est assez agréable en fait, de se sentir en pleine possession des objets. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. On vous écoute. Oui, oui. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai les mêmes problématiques que Christelle finalement, avec la chaudière qui est un petit peu ancienne, enfin une maison rénovée. On a les problèmes aussi de voilà le thermostat qu'on met dans la chambre, la pièce la plus froide, mais du coup ça chauffe énormément cette pièce, pas trop les autres. Donc je m'amuse, comme vous dites, à faire des essais, à mettre sur hors-gel quand j'aère un quart d'heure, une demi-heure le matin, pour remettre après le thermostat normalement. Est-ce que je ne sais pas si ça tire plus sur la chaudière ou moins? Et ma question, c'était comme je viens tout juste de créer mon compte, mon espace sur Gaspard, est-ce que je vais pouvoir voir ma consommation antérieure à mon inscription et pour voir si les essais que je fais, je vais pouvoir voir ce que ça donne ou pas du tout? Ou est-ce que ça va prendre juste en compte depuis la création de mon espace à partir d'aujourd'hui et voir les consommations après? Et alors c'est une bonne question. J'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense que oui, parce que de toute façon les données elles existent, et elles ont été sauvegardées quoi. D'accord. Mais vous allez nous dire, enfin, Ouais. j'ai Moi, je pas fait l'ai le test. fait aujourd'hui et je suis remontée jusqu'à début 2021. Ah, Ah, donc, Ah, c'est pas mal. en général, ça remonte à la date de pose du compteur. Ah bah ça va alors, parce que le Gaspard, il a été posé en 2017, je crois. vous êtes sur quelle commune? On est à Chatou. D'accord. Ah, vous étiez dans les premiers, sur la partie ville. Oui, je me souviens même plus de l'année, c'est 2016 ou 17, je sais plus. D'accord. Donc on fait plein de tests aussi parce que ben on sait pas trop en fait, on y va à tâtons. C'est comme ça Mais qu'il faut faire. ce qui est intéressant dans tous vos témoignages, et je pense qu'avec Vincent et Charles, on va travailler sur des fiches techniques pédagogiques très très simples, ces histoires de thermostat, de régule qui reviennent dans les conversations, et je pense qu'il y a un travail d'accompagnement à faire sur ce sujet. Oui, effectivement, la régulation, c'est hyper important. Des fois, ça peut être une solution très satisfaisante au-delà de vouloir changer tout un système de chauffage. Déjà, mettre en place un système de régulation peut avoir un impact vraiment intéressant pour un coût pas forcément, enfin beaucoup moins élevé qu'un remplacement de chaudière, par exemple. Donc ça, c'est des sujets très intéressants et qui méritent d'être vulgarisés un peu au plus grand nombre pour voilà, faire des économies d'énergie, effectivement. Voilà, je me permets une remarque, je crois que c'est Christelle, vous parliez, vous demandiez le prix d'un entretien annuel d'une chaudière. Pour un contrat, nous on est sous contrat avec une chaudière, on a une chaudière à condensation qui date vraiment, c'est presque un prototype en fait, qui date de 2007 je crois. Et on a un contrat haut de gamme et qu'on paye 300 € par an. Ah oui, quand même. Quand même. C'est une grosse chaudière au sol? Non. Au sol? Non, elle n'est pas au sol. Non. Et dedans, ils vous intègrent quoi maintenant? Changement des C'est pièces ça, voilà. Maintenant, c'est changement des pièces. Ce qui fait que depuis qu'on est arrivé ici, il y a 7 ans, je crois, on a eu pour plus de 1 000 € de pièces changées, qu'on n'a rien, enfin, qu'on n'a Vous pas n'avez pas payé puisque déboursé. c'était compris dans le contrat. Et le déplacement, bien sûr. Enfin, bon. Donc, ça a un coût, mais en même temps, je pense qu'on s'y retrouve sur le prix des réparations et la durée de vie de la chaudière. Et c'était quoi des problèmes
qui est tombé un peu en panne dans les des pièces, c'était quoi vous vous souvenez? Oh, on a eu un peu tout. Ouais, la pompe, La dernière fois, on a eu c'était une pièce électronique, je crois, je sais plus ce que c'était pas. C'est pas une carte, c'est pas Ah, une la carte mère, un la truc comme carte ça. mère qui fait la programmation et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Il j'ai y a déjà eu eu ça ça. aussi sur ma chaudière il y a longtemps. On a eu un moteur, on a eu, il y a eu un peu de tout. Le siphon, on a pas tout y passe, quoi. Mais c'est vrai que quand vous avez un contrat comme ça, c'est un vrai soulagement. Ah bah carrément, oui, parce qu'on ne se pose pas la question après l'heure d'intervention, combien on va payer. En général, on ne paye rien. Je n'avais pas ce type de contrat à l'époque et je m'en suis mordu les doigts. Ah ouais. Ouais. Voilà, c'est chez Frisquet. Ouais. Bon, ils sont pas mal, voilà, sans faire de pub, ils sont pas mal. C'est les mêmes équipes, très bien. Voilà. Et puis effectivement, l'idée, c'est que, comme l'a dit Fadela, pour la durée de vie de l'appareil, c'est très intéressant. Voilà, nous, on le voit hein, dans les appels qu'on peut recevoir. Parfois, on fait un petit point avec les gens qui nous appellent pour nous dire, bah, écoutez, ma facture d'énergie, elle est très importante, donc je voudrais changer ma chaudière au gaz, je voudrais mettre un autre système à la place. En fait, en faisant un petit peu, en creusant un petit peu avec eux, on se rend compte que bah, leur chaudière, d'une part, elle fonctionne très bien, elle est pas en train de lâcher, mais simplement que les déperditions sont très importantes dans le logement, et c'est pour ça qu'il faut c'est vrai par réflexe, on peut se tourner en premier vers son système de chauffage parce que c'est ça qui consomme effectivement, bah là en l'occurrence le gaz. Mais pourquoi est-ce qu'il consomme? Lui, c'est pour combler en fait toutes les déperditions qu'il y a dans votre logement. Et ça, voilà, parfois on est dans des maisons qui sont pas du tout isolées. On peut se rendre compte qu'il y a une très mauvaise régulation des températures, ce genre de choses. Et que finalement, bah, l'idée, c'est pas forcément de vouloir changer le système de chauffage, mais plutôt de le solliciter le moins possible. Et c'est plutôt un petit peu ça l'idée qui se cache quand on veut faire des économies d'énergie, qu'on a un système qui fonctionne, bah, on prolonge sa durée de vie, on ne veut pas forcément le remplacer, mais plutôt le solliciter le moins possible. Voilà un petit peu ce qu'on voit par rapport aux conseils qu'on peut donner aux particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être de dernière minute? Dans tous les cas, moi, je vais effectivement, donc voilà, l'atelier est enregistré. Il y aura également de la documentation que je vais remettre à disposition voilà, pour tout le monde, hein, pour ceux qui souhaitent revoir des choses ou même ceux qui malheureusement n'ont pas pu se libérer ce soir. Voilà, là, je remets un petit peu nos coordonnées si jamais vous souhaitez nous appeler pour avoir des conseils sur justement tous ces sujets un petit peu de rénovation. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu plus parlé des déco-gestes. Sur la fin, on parlait un petit peu plus là sur des travaux un petit peu plus conséquents. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Hein, nous, voilà, comme je l'ai dit, Espace Conseil France Rénov, on est aussi là pour ça. Mais en tout cas, bah, je voulais vraiment vous remercier à tous, hein, aussi bien aux participants qu'aux intervenants. Hein, mais un grand merci à Charles et Fadela d'avoir accepté de participer à cet atelier qui était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a tous appris au moins quelque chose ce soir. Hein. Voilà, remettre les termes au bon endroit, des ordres de grandeur, le découvrir ou mieux appréhender finalement ce compteur communicant, de voir ses intérêts qu'il a pour maîtriser un petit peu ses consommations. Voilà, moi je reste tout à fait joignable hein, de vous si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Mais en tout cas, un grand merci pour votre participation de ce soir. Et puis, bah, si tout est OK pour vous, on peut vous libérer hein, c'est pour ce soir. Mais vraiment, un grand merci pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à tous alors.